Bonjour à toute l'équipe de Chivero Telebista. Nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à Eskiul pour vous présenter notre nouvelle comédie musicale Ametsen Gilika, que l'on jouera le 28, 29 et 31 octobre 2016 ici sur le fronton de Pekoplaza. Donc cette comédie musicale, elle a démarré, l'aventure a commencé en 2014, en décembre, automne 2014, avec le groupe de jeunes Ansindai qui arrivait à maturité et qui souhaitait se lancer dans une aventure nouvelle au niveau de la danse, en essayant de mélanger un peu la pure danse souletine avec des choses plus contemporaines. Donc ils étaient venus voir une équipe de danseurs un peu plus anciens. Et pour les fêtes d'Isabesta 2014, donc en décembre, on avait créé une chorégraphie sur une aire celtique. Donc on a sollicité Catherine Arsanuturi qui nous a proposé cette comédie musicale dans laquelle on retrouve une large base de danse souletine mais mélangée à des choses plus contemporaines, voire un peu du classique aussi. Et voilà, donc l'aventure a démarré en décembre 2014. Pour lancer le projet, on a sollicité l'association Aitzin Eskiul qui gère tout ce qui est chant et danse sur Eskiul. Et nous avons lancé les commissions de travail à partir du printemps 2015. Les répétitions ont démarré en septembre 2015 pour la danse, puis en novembre pour le chant. Et depuis le printemps dernier, tout le monde s'est retrouvé dans un hangar agricole qu'on avait aménagé pour répéter de manière collective. Et nous rentrons maintenant dans notre dernière phase de travail, les filages sur le dernier mois de préparation avant le spectacle proprement dit. Et maintenant, je vous laisse entre les mains de Catherine Arsanuturi qui vous présentera plus en détail le contenu du spectacle. Je suis Catherine Arsanuturi, pas souletine de naissance, mais bien implantée en Soule depuis quelques années. Et donc je suis à l'origine du spectacle Ametsen Gilika en tant que metteur en scène et chorégraphe. L'idée est venue en fait de souvenirs d'adolescente entre guillemets. À l'époque j'habitais Paris et j'attendais ma mère à la gare Saint-Lazare inlassablement. Je trouvais que l'attente était très longue, donc j'avais pris la ferme résolution de me caler dans un coin et puis d'observer un petit peu ce qui se passait, sinon je commençais à m'ennuyer ferme. Et en fait, ça avait été une période assez riche puisque, comme dans toute gare, voilà, c'est une population très diverse avec ses originalités et tout ce que ça comporte. Donc je me suis rappelée de cette période-là et je me suis dit pourquoi ça ne ferait pas l'objet d'un spectacle. Pour quand, je ne sais pas, comment, je ne savais pas, mais c'était quelque chose qui m'avait germé dans la tête un jour, j'avais commencé à écrire. Pas en pensant ni à Eskiul ni à aucun autre village, je me suis dit que peut-être ça ne verrait jamais le jour. Mais bon, voilà, tant que j'avais les idées en tête, j'ai couché tout ça sur papier. Alors c'est quelque chose que j'ai corrigé, que j'ai repris, que j'ai recorrigé. Et puis, il y a 1 an et demi, Eskiul est revenu vers moi puisqu'on avait déjà travaillé ensemble en 2007 sur un spectacle de création. Et donc, j'ai mis sur la table ce projet qui n'en était pas vraiment un, et, puisque eux n'en avaient pas, a priori. Et donc, ils ont pris la décision, après concertation, qu'on pouvait se lancer sur ce projet donc avec la coopération du village d'Eskiul. Donc avec les jeunes danseurs d'Eskiul, avec des moins jeunes aussi, comme les chanteurs, et puis tout le staff, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent de l'organisation, etc. Et très vite, le village m'a rejoint très gentiment. Mon but, si vous voulez, c'était de leur préciser qu'au-delà de la qualité, je voulais aussi qu'il y ait de l'esthétisme, qu'il y ait éventuellement un petit peu d'humour. Voilà, je trouve que c'est ça la richesse d'un spectacle. Pour qu'un spectacle vive, il faut qu'il y ait, à mon avis, tous ces ingrédients. Voilà, donc on a travaillé pendant 1 an d'arrache-pied avec un groupe très motivé, un groupe de danseurs et chanteurs très sympas, vraiment très chouettes, qui ont été à l'écoute. Et voilà, on arrive aujourd'hui, le spectacle n'est pas encore tout à fait bouclé, il y a encore un petit peu de travail, comme toujours, mais nous y sommes. Voilà. Alors là, je vous présente un petit chien qui s'appelle pour le spectacle Pissenlit.
voilà, qui m'a été prêté par des gens que je connais bien. Je l'ai choisi parce que c'est une petite chienne en réalité qui est très sage, qui adore la compagnie, qui aime être dans les bras, donc c'était l'idéal pour le spectacle. Voilà, je vous présente Pissenlit. Maintenant, nous allons aller à la rencontre de Sandra Lucu à Arrast-la-Rebieu qui va nous parler de son métier. Ce mois-ci, Chibero Telebista a le plaisir de vous présenter Sandra Lucu dans son atelier de vannerie à Arrast-la-Rebieu. Ici, ben voilà, on est à Arrast-la-Rebieu. Du coup, ben, je suis chez moi installée. L'atelier s'appelle l'Urchashkia, qui est le panier de la terre, vu que les éléments que je ramasse ou que j'achète viennent forcément de la terre. Et le chashki, donc le panier. Le chashki qui est plutôt un panier en châtaignier, mais voilà, ça viendra. Le châtaignier, je vais le travailler bientôt. Là, je viens de ramasser du cornouiller sanguin. Donc du coup, et qui a la particularité d'avoir souvent deux couleurs, rouge parce qu'il a pris le soleil et le vert en fait c'est qu'il est resté à l'ombre. Et du coup ça me permet d'avoir de la couleur dans mes paniers. Alors, la matière première, si c'est de l'osier, je le fais venir en grande partie. Il vient de Vilaine-les-Rochers, donc en Touraine, où là je choisis mes dimensions, je choisis les couleurs toujours naturelles. Sinon j'en prends aussi ici en fait, il y a de l'osier avec lequel on peut tresser. L'osier pour attacher les boudins ou pour les vignes en fait. Celui-là aussi on peut faire les paniers. Et après j'essaye d'utiliser aussi les végétaux sauvages. Comme ici le cornouiller ou du noisetier, châtaignier. Ce que je peux trouver en fait. Et la clématite aussi que j'aime bien tresser. J'ai quelques personnes du côté de Saint-Palais qui ont gardé leur osier, qu'ils ont toujours taillé chaque année. Donc du coup j'arrive à avoir de l'osier qui est assez fin. Contrairement à ce qu'on peut trouver en bord de ruisseau ou quoi, qui est de l'osier toujours un peu trop gros, plus compliqué à travailler. Donc du coup, j'ai réussi à trouver mes fournisseurs. Donc voilà, pour la cueillette, la meilleure saison c'est quand même l'hiver. On peut commencer maintenant à les ramasser, mais la meilleure saison c'est quand il n'y a plus de feuilles, que la sève est descendue. Et du coup en hiver, je récolte le maximum de végétaux que je garde après dans mon atelier, que je laisse sécher. Et au besoin, je retremperai ma matière pour pouvoir la travailler. Voilà, on peut s'approcher de mon atelier, vous verrez comment je travaille mes paniers. Je travaille la vannerie depuis maintenant 1 an et demi et j'ai découvert la vannerie en fait lors d'un séjour en Haute-Marne où du coup il existe une école nationale qui est en Haute-Marne à Feuille-Billot et là j'ai rencontré énormément de vanniers et du coup l'idée est venue de pourquoi pas moi. Vu que j'ai toujours aimé tout ce qui est travaux manuels, donc du coup, maintenant je me suis dit, allez hop, il y a quelque chose pour moi aussi. Voilà, là j'ai que l'osier, essentiellement de l'osier. Toutes les couleurs que j'ai aussi, c'est de l'osier, c'est des variétés d'osier qui existent, qui sont cultivées. Et du coup, je peux choisir moi et la couleur et les dimensions, c'est-à-dire la hauteur de l'osier. Donc en fonction des paniers que je veux faire, où je prends de l'osier qui est petit, c'est-à-dire petit c'est 1 mètre, et au plus grand on monte sur du 2 mètres, 3 mètres. Mais voilà, suivant ce que je veux travailler, je travaille sur mes fonds et mes fonds sont aussi faits en osier. Donc là, j'ai travaillé sur un petit fond rond pour fabriquer un petit panier. Et suivant, si je veux travailler sur quelque chose qui est carré ou rectangulaire, je fais mes fonds du coup carré et rectangulaire et je travaille après par-dessus. Et là, j'installe du coup ce qu'on appelle les montants, qui forment la charpente du panier. Et avec la serpette, je fais donc des pointes pour les enfoncer. Le métier, ce qu'il y a de plus compliqué dans le métier, forcément c'est un métier qui est quand même un peu physique, qui est un peu répétitif dans les mouvements. Donc du coup, oui, je sais, les tendinites et tout ça, je m'y attends, mais pour l'instant tout va bien. En force, oui, on force un petit peu, mais ça dépend de la grosseur toujours de l'osier et de la grosseur de l'objet que l'on réalise. Il existe de la vannerie traditionnelle, il existe de la vannerie artistique, il existe aussi de la vannerie totalement sauvage. Donc du coup, suivant ce qu'on veut faire, tout est infini, quoi.
Si, la difficulté principale, c'est d'avoir toujours de la bonne matière, en fait, de trouver vraiment la matière qu'il faut, de prendre le temps de la laisser tremper. C'est toujours voilà, ce qu'on imagine, ce qu'on me pose comme question, c'est l'osier, il n'est pas trempé. Bien sûr, l'osier est toujours trempé pour être travaillé. Et voilà, si on ne le trempe pas bien, on n'arrive pas à avoir voilà, ce qu'on veut, on n'arrive pas à faire le panier que l'on veut. Et en termes de temps, quand on fabrique un panier, voilà, on prend aussi en compte le fait que l'osier, même s'il a été trempé à la base, il sèche quand même dans le temps. Donc du coup, quand on a de l'osier qui est tout blanc, qui a été écorcé, on a à peu près pour 3 heures de trempage de l'osier, on a à peu près 1 semaine pour pouvoir le travailler sans avoir besoin de le retremper. Et par contre, quand on part avec de l'osier brut, du coup avec de l'écorce, et c'est pareil avec les végétaux sauvages, en fait, on a à peu près 10 jours, on va dire, de trempage, mais on a à peu près 15 jours après pour pouvoir le travailler. Et au-delà de ces temps-là, après, la matière devient de mauvaise qualité, quoi. Les points de vente, et puis du coup, voilà, je vends à la maison, donc mon atelier est ouvert au public, même au groupe. Là, bon, il vaut mieux m'appeler quand même pour pouvoir après, du coup, être sûr que je sois là. Et sinon, voilà, je fais des marchés hebdomadaires, essentiellement le vendredi, ou à Oloron ou à Saint-Palais. Le samedi, je viens de temps en temps à Montléon, je ne suis pas trop loin. Et sinon, après, en vente, en dépôt-vente, voilà, j'ai quelques paniers en dépôt-vente qui sont à Chibero Bio, à Montléon. J'en ai aussi à l'épicerie sans fin de Sauveterre et aussi à l'épicerie naturelle de Navarrenx. Voilà pour l'essentiel de mes ventes. Ensuite, après, bon, voilà, bien sûr, je fais les foires, les grandes foires et tout ça. Là, prochainement, en octobre, je serai à la fête du piment d'Espelette. Et j'organise aussi voilà, des stages, que ce soit à la maison où je peux me déplacer aussi pour voilà, apprendre à faire des paniers. Donc en une journée, on peut fabriquer son panier et partir avec son panier. On a toujours fait de la vannerie, ça a toujours existé. Et à l'heure actuelle, moi je trouve que la vannerie, ça revient parce que du coup, on veut repartir avec voilà, son panier en osier. On se rend compte que le panier d'Amachi, on l'a toujours, qui tient toujours. Donc du coup, pourquoi pas avoir le sien. Et ensuite, je travaille aussi pas mal avec des producteurs, beaucoup de producteurs qui sont en bio, mais qui veulent aussi de l'osier pour présenter leurs légumes ou leurs pains ou leurs fruits, quoi, en fait. L'osier a toujours eu voilà, une utilité, en fait, que ce soit dans les marchés ou que ce soit dans la maison. On a tous, d'après moi, dans sa maison, un objet au moins qui est fait en vannerie. Egunon, Anje Karrer deitzen niz, deitu nautate Eskiulatik duela orain urtea. Ikusgarri bat nahi zutela montatu eta deitu nute musiken sortzeko, beraz plazerrez hartu dut proposamena. Jakin dutalarik kantuak ere bazirela, proposatu dut ere kantuen musikak egitea, baita ere kantuak erakastea. Eta behazala, hasi gira lanean duela guai urtea, joan den azaroan, 20 kantariekin. Eta iziarri giro goxo batean ari izan gira, iziarri ekipa motibatua da, eta behaz plazerez aritu lanean urte batez. Una guai prest girela ikusgarri horren erakusteko. Eta orain, gomitatzen zaituztet Ikerzaleak elkarteari buruz gai baten ikustea. Ikerzaleak elkarteak lan egiten du Siberoko ondajeari buruz duela guai aspaldi. Une association souletine très active, Ikerzaleak, fait revivre le patrimoine de son territoire. Ikerzaleak, ceux qui cherchent en basque, on cherche dans le domaine du patrimoine. Alors, le patrimoine, pour tout le monde, ce sont les vieilles pierres, les vieux papiers. Mais pour nous, ça va bien au-delà. Les modes de vie d'autrefois, les métiers anciens, l'histoire industrielle à Moléon, tout ça, c'est du patrimoine. Pour la Soule, c'est extrêmement riche. Ça fait depuis plus de 30 ans que nous y travaillons, puisque notre association a été fondée en 1985. C'est un travail énorme que nous faisons, parce qu'on a toujours de nouveaux sujets de recherche. Nous essayons de le faire connaître au public, en Soule et ailleurs, des livres, des expositions, des visites sur le terrain, des conférences.
1986, Claire Jeanneret, qui était professeure au collège Arguille, avait décidé de faire des travaux de mémoire collective en invitant des anciennes femmes qui travaillaient dans l'industrie de l'espadrille, c'est-à-dire les hirondelles, qui venaient témoigner devant des classes. Parallèlement à cela, nous avions pu récupérer une grande quantité de machines, la plupart des machines qui ont été utilisées dans l'industrie de l'espadrille depuis le début de cette industrie à Mauléon. Donc en 1986, il y avait eu un concours de circonstances favorables qui était réuni et qui nous a orientés sur le fait de faire une exposition sur l'espadrille. Donc nous avons rassemblé des machines, au départ des machines qui étaient en bois. On voit ici un chevalet et un banc bout et talon que les hommes utilisaient pour coudre les semelles. Puis on a récupéré des machines au début de la mécanisation, des machines qui étaient avec un bâti en fonte qui esthétiquement sont assez remarquables. Puis après on arrive sur des machines mécano-soudées, assemblage de pièces métalliques. Le public avait répondu très favorablement parce qu'à l'époque nous avions reçu 3000 personnes qui étaient venues visiter. C'était le succès le plus important pour le moment d'une exposition créée par l'association. À la fin de l'année 2014, l'association a été contactée par les amis du musée basque en vue de faire un travail sur 14-18. Ce projet s'intitule « Que reste-t-il de la guerre 14-18 ?» Il couvre la période 2014-2018. Commune par commune, nous avons fait le recensement des hommes susceptibles d'avoir fait la guerre, c'est-à-dire les hommes nés entre 1868 et 1900. Pour cela, nous nous sommes déplacés dans les mairies. Donc voici ici un registre des naissances de la mairie de Chérotte. Ensuite, nous sommes allés sur le site des archives départementales et nous avons fait la collecte de toutes les biographies de chaque soldat que nous avons rapporté sur un tableau qui nous a été donc imposé pour que tout le monde travaille de la même façon. Ce travail, commune par commune, doit se terminer à la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il y aura eu 2 ans de travail pour Iker-Saléac, puisque nous avons couvert la Soule. Et nous avons entamé la Soule historique des communes qui sont aujourd'hui en Basse-Navarre. Nous sommes à la recherche de correspondances, d'objets. Ici, il y en a quelques-uns, des photos, des objets de tranchées, de l'artisanat de tranchées et un journal d'un poilu. Donc si vous avez des documents, nous sommes preneurs et sachez que l'association ne garde rien par devers elle, tout sera rendu au propriétaire. Alors Iker-Saléac est heureux d'accueillir donc la télévision à la Maison du Patrimoine, l'ancienne mairie de Mauléon qui est notre siège social. Alors nos expositions sont très variées, elles sont aussi bien sur l'architecture sous le Thyn, donc comment on construisait autrefois et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, que sur par exemple des étapes où on est passé l'école en Soule, l'école depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Nous avons eu aussi des époques historiques comme travailler sur la Révolution française en Soule, sur la guerre d'Espagne en Soule, sur les 2 guerres mondiales en Soule aussi, et aussi parfois aussi sur les transports en Soule. Donc il y a toute une très grande variété. Une exposition qui me tient à cœur, c'est celle de 1996 que nous avons fait sur les transports en Soule. Donc aussi bien comment autrefois on se déplaçait à pied jusqu'à l'arrivée du chemin de fer et aujourd'hui évidemment les transporteurs locaux que sont les bus des années 30 jusqu'à nos jours. Avec aussi ce matériel qui a été trouvé par M. Berthet et M. Schubert, maintenant disparus, mais qui nous ont légué ceci.
Aujourd'hui, Kersaléac, pour nous communes, on nous a donné le goût de cette recherche, d'aller beaucoup plus loin. Et voilà, sans eux, on n'aurait pas eu la reconnaissance de notre statut de Bastide parce qu'ils ont porté leur caution scientifique et historique. Et maintenant, ils nous amènent plus loin voilà, pour qu'on se passionne pour notre histoire. Et ça, c'est important culturellement parce que nous sommes les héritiers. La culture, elle est là, elle est vivante. On se bat pour que la langue basque vive. Mais on doit se battre aussi pour que ces textes soient transmis aux nouvelles générations et que les petits jeunes comprennent qu'ils sont les héritiers d'ancêtres qui sont venus et qui ont construit ce village et qui ont construit son histoire. Il suffit de nous contacter si vous voulez participer à l'une ou l'autre de nos activités, si vous voulez par exemple mieux connaître ou mieux comprendre des documents anciens qui sont chez vous. Nous produisons aussi un certain nombre de livres, des livres sur l'histoire de l'espadrille, sur l'histoire de l'école, Mauléon et la Soule autrefois. Il faut du temps, il faut du monde. Nous ne sommes jamais assez nombreux pour tout ce que nous avons à faire. L'association, bien sûr, est ouverte à tous. Bienvenue donc à ceux qui veulent nous accompagner et à ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche le patrimoine en Soule. Ordini graxen akazio nuzu, dantza hasi dit ordin be 6 urtetan eskiulan, eta ordin aurten padauken dugu ikusgarri baten egiteko, eskiulako dantza taldiaiki. Dila 2 urte, juntatu gututzu gue dantzai zaharreki estei batentako, dantza baten antolatzeko, eta ondotik plazer hartu behitugu alkarrikin dantza nahitzeko, juntatu gututzu Elizako bestentako, eta dantza bat asmatu, eta horren ondotik gu gazteia ezpeikunin eskiulan deuz egin, bai 2007 diblindan bala mena besta egiteko prefosta ez hunuano, kipiegi, ordin hor nahi ginizun ikusgarri bat egin, dantza nahitzeko, eta ebai bestain egiteko, eta momento goxuki gaiteko. Ordin hor zaharreki prefosta gu ezpeikunin gu hauk egiten ahal. Ebe bultzatu dizugu sede hoi eta hasi. Ordin oai egiten du urte bat hasi giela gue hangart zaharrin tiugenin, kartel batetan eskiulan. Eta dantza errepika egin, lan hanitz, beho, hotz, eta Katerin gue lehendakaiaiki, mustrakak, luze eta zunbait aldiz labur ezpeginen hun. Eta ordin oai, gue hilabeteko kumitia, hain botza denek ezagutzen duzie, hain mezak animatuk behitia, gue Elizetan ikusten behitugu, Jano Etxeto. Dans la rubrique Invité du mois, nous avons rencontré Jano Etxeto, figure bien connue de tous les Souletins. Quelqu'un? Oui, Philippe. Avance. Adieu Philippe. Comment va, Jano? Bien, et toi? Écoute, ça va? Bon. Ça va. Merci de nous recevoir là, toute l'équipe. On est content, ça a été dur, hein? Bon, je croyais que vous alliez lâcher le morceau, mais je vois que vous vous accrochez aux branches encore. Hein. J'aime regarder votre émission et je me régale chaque fois. Je ne pouvais pas vous dire non. Tu sais que je le fais de bon cœur, mais voilà, on est pris par le temps. Mais vous êtes persévérant, alors c'est bon. On est là. Voilà. On est là. Jano, une journée type d'un curé à Mauléon, parce que voilà, pour avoir le rendez-vous, ça a été très dur. Oui. Explique-moi un peu comment ça se passe. Simplement prendre la journée d'aujourd'hui, hein. Travailler au bureau, là, 2 petites heures à préparer un petit peu la catéchèse pour l'année qui arrive. Ensuite, je suis parti en Haute-Soule à Tardets, au presbytère. On a préparé pour dimanche, on a la venue de l'abbé Maurice Arex à Tardets, donc on a été préparé ça.
Ensuite, à midi, j'ai mangé donc à l'hôpital de Tardets parce que le jeudi, c'est le jour dédié à l'hôpital de Tardets. Ensuite, cet après-midi, j'ai visité les malades. Je leur ai dit la messe à 5 heures. Maintenant, j'arrive en coup de vent et toi, tu me tombes dessus. Et après, à 19 heures, j'ai une préparation de mariage. Et ce soir, à 20h30, je vais refinir à Tardets avec répétition de chant. On a répétition de la chorale pour préparer la messe de dimanche. De sacrées journées. Voilà, des journées pleines et des journées pleines, riches de toutes les rencontres. Voilà. Voilà. Est-ce que tu me dis tout? Parce que on m'a dit, je me suis renseigné, que tu te levais très tôt le matin et que ta journée commençait à Garendin. Tous les matins, je vais soigner le bétail. Le bétail que mon petit cousin a chez moi, et voilà, je lui donne un petit coup de main, et puis ça me fait du bien aussi de nourrir encore mes racines rurales. Et puis ce contact avec la terre et les animaux, tout ça, ça me fait du bien. Commencer la journée avec ça, une bonne heure de travail, une bonne transpiration, une bonne douche, et la machine est en route. Allez, on continue la visite, Jeannot? Oui, entre. Merci. Alors Jeannot, voilà, ce presbytère, première impression, c'est quand même une architecture un peu particulière, pas sous routine. Quelle est son histoire? Quelle est son histoire? Ce presbytère, c'est vrai que vu de l'extérieur, la première réaction de beaucoup de personnes, c'est oh, quel château, hein? Et je crois que ce presbytère, d'abord je vais dire qu'il est agréable de l'occuper. C'est un super presbytère donc, qui a été bâti il y a 100 ans et qui a été rénové il y a une bonne trentaine d'années. Donc nous sommes 3 prêtres à vivre dans ce presbytère. C'est vrai, c'est un beau presbytère et nous avons la chance d'avoir un bel ensemble paroissial. Je pense que dans le diocèse, c'est l'un des plus beaux presbytères que l'on puisse trouver. Alors Jeannot, ton bureau ici, voilà. C'est un endroit rempli d'histoire. Oui, d'abord, j'espère que vous avez remarqué que ce n'était pas trop mal rangé. Vous me surprenez un jour où c'est à peu près en ordre. Alors, bon, c'est, je dirais quand même, l'endroit où je passe beaucoup de mon temps, quoi, notamment pour toutes les préparations, les temps d'accueil, les préparations, baptême, mariage, accueillir les familles en deuil, et voilà. C'est un lieu où il y a, je dirais, beaucoup de richesses qui sont partagées. Des richesses, bien sûr, qui transpirent la joie et d'autres qui transpirent, bien sûr, la souffrance et parfois même la peine, et voilà. Est-ce que tu as, par rapport à toutes ces années où tu reçois du monde, est-ce que tu vois quand même un changement par rapport socialement, par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence de recevoir les gens ou d'entendre certaines choses? Aujourd'hui, la présence du prêtre n'est pas la même qu'il y a X années, parce que d'abord, nous sommes de moins en moins nombreux, donc nous visitons moins quand même les familles, quoique, bon, moi j'ai quand même l'avantage de pouvoir connaître beaucoup de familles, pour ne pas dire toutes les familles, en étant enfant du pays. Le travail du prêtre aussi, il a quand même, je dirais, évolué entre guillemets. Nous, quand même, on attache beaucoup d'importance, l'équipe ici, à la présence sur le terrain. Et puis, voir aussi un petit peu, donner priorité à toutes ces personnes qui sont, je dirais, un peu sur le bord de la route et un peu sur le bord du chemin. Et c'est notre priorité, comme c'est d'ailleurs la priorité de l'Évangile. D'accord. Alors maintenant, j'ai une petite surprise, si on peut dire. J'ai quelqu'un que tu connais très bien, qui veut t'envoyer un petit message. Donc je vais prendre mon ordinateur et je vais te montrer ça en direct. D'accord. Jeannot egun hun, hanitzek ezagutzen haie, badaki Elisa gizon handia izala. Apez araua, Siberuk mesit din bezala. Mena uste diat, denek txerkatzen dien, nontik elkitzen tian, hien bai inteligentzia hoi, bai ispitu hoi, ispitu zorotz hoi, eta jaleike hien biltzeko manea hoi. Nik badakiat, nonti den. Adiskidi gutuk gazte denboatik, lehen denboatik. Eta badakiak nula ikasi dugun
bai hik hien aldetik eta nik ene aldetik bizitzen. Ordin, nik nahi neik ekeran. Ez duka uste, jano, hien herrin, hien gandaineko herrin, guk bizidugun maniaik ilan, sumaitek ilan, arantzale famatiek ilan, ihizlai famatiek ilan, eta hik betidanik maite ukendian bizitziaik ilan. Kabalen artin, laboantxan, ehisa hortan bermatu heltzeko hi heltu hisan hengila. Ehisa hortan bermatu jano, jenten biltzeko eta jenter kompreniazteko nula siberua berdin beti maituken eta nula mesidugun heben bizitzia hiek ilan. Nik nahi nikek egiaz, hien sortziaz eta hien bizitziaz erandezan siberutarer, zertako hor izan eta guentako zer izan. Mira esker jano, arapostu hun bat emaiten baduk, badakiat tripatik emain jala. Bai, ordin ikusten diat ziek bilku hau prestatuik zuniela, eta nik arapostik behar txerkatu mena simpleki eranan daiziet ene erruk gandainen diela, hoi segur duze. Lehenik xantza ukendit famili hun baten ukeitia, eta famili hortan merkapidin jus haurin bizitu nuz eta handitu, eta lagun hunake beti ukentit. Uste dite erruk bizi batentako lehen gaizak diela, eta ez dutugula sekulan ahatze behar, eta ez dugula sekulan ahatze behar nontik jiten gien, eta simpleki egue bizien jamaiteko. Segurduk gandainen ikasi dugula gaiza hanitz, jente oekilan, eta jus bizitu giela. Eta ordin peperak erraiten dik jenten bibilkatzea dela lehen gaiza, nik uste diat bai gu Eliza gizon izatez, mena oentako ikusten tutugulaik jentik jus algarekin, adiskide izatia, hoi gaiza ederan simplek eraiteko, bizia maleuski jaburduk eta zumaitentako jaburegi, bizia jabur eta bizi hortan behartutiak bestik lagunt eta bestik maitatu. Hoiduk guelan handiena eta guelan lehena. Simple eraiteko, ni Sibiuan segur laketnuk siberotare ekilan prefosta, bena jente o ekilan abeastarzun handi bat egunoz partekatzen diagu. Surtout kantuko laguna gue anaia bada. Hoiat simpleke eranahi. Alors là, Jeannot, eh bien, il y a une autre personne, un de tes amis, qui veut te dire un petit mot aussi. On peut regarder? Oui, vas-y. On connaît trop Jeannot, homme d'église, on connaît un peu moins Jeannot, passionné de rugby. Tu as été 2000 mêlées en élite, j'aurais bien aimé jouer avec toi, mais on n'aurait pas pu parce qu'on jouait le même poste. Après tu as été éducateur des cadets, un très bon éducateur d'ailleurs, et après ça tu es dirigeant en rugby, un dirigeant que tout le monde apprécie. Maintenant on a défendu le club ensemble et on a fait une épopée ensemble à Paris, le président et le curé. Est-ce que tu peux aujourd'hui donner une petite anecdote sur ce qui s'est passé pour défendre le club devant la commission de discipline? Bon, là, je retrouve de nouveau notre copain, Benyat, avec qui bon, on partage une même passion, le rugby. Voilà, là aussi, je trouve que c'est quand même la place du prêtre, elle est importante auprès de ces enfants, de ces jeunes, de ces adultes, les éducateurs. Et voilà, tous ceux qui peuvent aider
les enfants et les jeunes à se construire me passionne. Et voir aussi toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs compétences et puis qui se donnent aux autres, je crois que quelque part on se rejoint très très facilement. C'est vrai qu'on était monté à Paris avec Beignat, voilà, pour défendre Mauléon. Mauléon, petit club que l'on sanctionne trop facilement, parce que c'est quand même, vous connaissez le stade Marius Rodrigo, c'est la passion qui se dégage. Et quand on est un peu trop passionné, des fois on a du mal un peu à se contenir et à se retenir. Ça avait commencé assez vigoureusement. Et quand ils ont vu qu'il y avait un prêtre dans l'équipe, le ton est descendu, c'est le cas de le dire, d'un ton. Là aussi, c'est comme partout. Et il y a des hommes de bureau et il y a des hommes de terrain. Et c'est sûr que les hommes du bureau qui lisent des comptes rendus, ils sanctionnent sans connaître ce qui se fait sur le terrain. Et je crois que quand même, Mauléon est un club exemplaire du côté de sa formation. On a une école de rugby avec des éducateurs qui se donnent vraiment avec passion. Et il faut quand même tenir compte de tout ce bénévolat. Autrement, un jour, eh bien, tous ces bénévoles, eh bien, ils vont se fatiguer. Moi, je ne connaissais pas Marcoussis, mais j'ai découvert Marcoussis et je peux vous dire eh bien, que c'est vraiment la vie de château. Et nous avons rencontré plus de personnes en costard-cravate qu'en short. Eh bien, Jeannot, on a fait le tour. On en aurait des choses à se dire encore. Mais malheureusement, on est limité par le temps. Oui. Mais par contre, avant de partir, et c'est la conclusion de ce reportage, cette table, elle est connue de beaucoup de Sauveterre. Il se passe énormément de choses. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est vrai que la table du presbytère, je dirais que d'abord le symbole de la table, très très important. Que ce soit la table eucharistique à l'église, et puis la table quotidienne. On a eu Vévé Send que vous connaissez, excellente cuisinière. Maintenant on a Solange Astabi, excellente cuisinière. Et c'est vrai que on peut accueillir et inviter à tout moment. Eh bien, la table du presbytère, elle est bonne. Et même pour nous prêtres, c'est un moment important. On a plaisir à se retrouver. D'abord, on est gourmand, et il faut aussi le dire. Et quand on mange de bonnes choses, il faut savoir aussi apprécier ces bonnes choses. Et ensuite, le moment partagé à table, c'est un moment toujours important. On se refait bien sûr les forces physiques, mais c'est là aussi que l'on partage nos rencontres, qu'on partage nos questions, les visites que l'on fait. Voilà. C'est un lieu d'échange. Et j'espère que cette table gardera sa renommée le plus longtemps possible. Ok. Voilà. Merci Philippe. Merci Jeannot. Voici un petit aperçu de notre spectacle, en espérant que ça vous a donné envie de venir le voir. Donc il aura lieu le 28, le 29 et le 31 octobre à Esquioula. Après, nous représentons à Hasparren le 5 novembre, le 11 et le 12 novembre à Saint-Palais, et pour finir, nous serons le 26 novembre à la salle Quintao à Anglet. Donc un grand merci à Chibero Telebista, et pour que leur aventure continue, n'hésitez pas à envoyer des dons à leur association. Ordine bikitzen zitegi guekin amets egiteko eta eskerrik anitz. Adio!